Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale, producteur associé du JT diplomatique, aussi conférencier, est un expert incontournable sur les questions diplomatiques internationales avec une spécificité sur la lecture des grands enjeux internationaux ainsi que sur leurs conséquences dans l'écosystème mondial. Bonsoir à tous, je suis Henri Désiré Nzouzi, concepteur des apéros de la diversité. C'est un vrai bonheur pour moi. Vous donne rendez-vous pour un décryptage des questions d'actualité et leur incidence autour de la réélection de Donald Trump ainsi que des inquiétudes dans les chefs des leaders mondiaux. Objectif de connecter les écosystèmes économiques. Au programme, les implications de la signature des différents décrets de Donald Trump juste après son investiture, l'impact de l'allocution de Donald Trump au sommet de Davos, l'avenir de l'OTAN sous l'ère Donald Trump et les accords de Paris sur les questions climatiques, l'issue du conflit israélo-palestinien selon la vision de Donald Trump, les relations Union européenne-États-Unis d'Amérique selon la politique Trump, Donald Trump et les conflits en Afrique, suivi des perspectives d'avenir des Nations Unies à l'aube de ses 80 ans d'existence, et pour terminer avec la participation au CISA, le premier sommet sur les investissements dans le système de santé en Afrique. En direct de Washington, Henri Désiré Nzouzi est reçu par Symphorien Katende, journaliste de Wangila Connect, le média panafricain depuis Dallas, au Texas, aux États-Unis d'Amérique. Que nous allons saluer. Henri Désiré Nzouzi, nous vous saluons. Merci de m'accueillir. Rendez-vous ce lundi 3 février 2025 à 17h heure de Washington pour un décryptage sur les enjeux internationaux à la lumière de la politique internationale de l'administration du président américain Donald Trump. Put America first. Suivez-nous à Kinshasa sur Géopolis TV ainsi que sur notre plateforme YouTube Wangila Connect tout en activant la cloche de notification pour ne rien rater et rejoignez le débat. Wangila Connect, connectez l'Afrique au monde. De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, où nous serons en connexion entre l'État du Texas à Dallas ainsi que Washington DC. Est-ce du bluff? Est-ce une stratégie? Est-ce que Donald Trump est venu rebattre les cartes sur le plan international? Est-ce que Donald Trump est venu mettre fin à un système qui existait sur le plan diplomatique international, sur le plan politique international? Pour répondre de ces questions importantes par rapport à l'actualité, nous avons l'insigne honneur d'aller à Washington DC pour nous entretenir en exclusivité avec Henri Désiré Nzouzi. Henri Désiré Nzouzi, nous vous saluons. Bonsoir, bonjour, tout dépend de la zone géographique où nos amis nous suivent. C'est un plaisir de pouvoir participer à nouveau à votre émission. La toute première question, pourquoi vous êtes à cet instant à Washington DC? Depuis 2012, donc cela fait exactement 13 ans, j'ai l'immense plaisir, l'immense privilège de collaborer avec La Voix de l'Amérique. Et donc depuis cette période, 3 fois par an, je fais le déplacement de Washington pour réaliser plusieurs émissions, plusieurs plateaux en rapport avec l'actualité du moment, mais aussi pour contribuer et enrichir le débat en ma qualité de contributeur à VOA. Henri Désiré Nzouzi, quel effet ça fait de parcourir le monde en tant qu'un expert en questions diplomatiques? Bon, d'abord, ce sont des questions qui me passionnent et l'idée de pouvoir partager une analyse sur l'évolution de la situation, la marche du monde d'une certaine manière, eh bien, me rend heureux parce qu'il y a toujours des leçons à tirer, il y a toujours des conclusions à tirer, il y a toujours des projections à faire, mais au-delà de tout cela, évidemment, il y a la partie que j'affectionne le plus, c'est-à-dire pédagogique, où
je peux, lorsque l'opportunité m'est offerte, de pouvoir aller au fond des choses pour comprendre les ressorts, les tenants, les aboutissants de situations qui sont de plus en plus complexes dans un monde de plus en plus compliqué. De partout où vous nous suivez, vous êtes dans votre nouveau numéro de votre magazine depuis les États-Unis d'Amérique, dans l'État du Texas à Dallas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzuzi depuis Washington. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en compagnie d'Henri Désiré Nzuzi pour parler du JT diplomatique sur cette question d'actualité internationale. Donald Trump a été réélu. Est-ce que c'était prévisible qu'il puisse être de retour au pouvoir? Non, je pense qu'il il y a deux facteurs qui ont joué en sa faveur. D'abord, le fait qu'il a su parler aux Américains. Il s'est adressé à une frange j'allais dire déclassés de l'Amérique, c'est-à-dire des gens qui n'avaient plus aucune perspective d'avenir, qui avaient un certain nombre de difficultés liées notamment soit à leurs conditions ou à leur statut social, avec également une aversion viscérale vis-à-vis du système mis en place. Et la deuxième raison, c'est que Kamala Harris, aussi respectable soit-elle, a malheureusement raté sa campagne parce qu'elle ne s'est pas adressée à la bonne Amérique. Elle s'est adressée à une Amérique plutôt confortablement installée, élitiste. Bref, elle s'est adressée à une Amérique qui, en réalité, n'avait pas grand-chose à faire, à voir en tout cas, avec celle qui a voté massivement pour Donald Trump. L'autre leçon que je tire de cette affaire, c'est que vous avez quand même, lorsque vous prenez les 25 dernières années aux États-Unis, globalement, tous les présidents américains qui se sont succédés ont plutôt eu un bilan positif, c'est-à-dire que même s'ils n'ont pas tous réussi à réduire les inégalités, ils ont réussi à maintenir l'Amérique au sommet du monde en faisant de ce pays la première puissance économique, ce qui était déjà le cas, en consolidant les acquis, et cela a probablement incité certains électeurs à aller voir ailleurs d'une certaine manière. Donald Trump avait déjà été élu en 2016, lorsque en 2020 il a été battu par Joe Biden et qu'il n'a pas du tout digéré sa défaite, il s'était juré de revenir. Un pari gagnant, puisqu'il a désormais l'opportunité de poursuivre ce qu'il avait déjà entamé lors de son premier mandat, mais avec, en plus, et c'est ce qui me paraît le plus inquiétant, un esprit de revanche et une soif d'en découdre, au risque évidemment de dresser une Amérique contre une autre. On en arrive là, une batterie de décrets signés dès son entrée à la Maison-Blanche. Est-ce que c'est stratégique ou bien c'est juste un coup de tête pour affirmer son autorité, comme beaucoup disent que Donald Trump veut être autoritaire
à tout prix. Non, autoritaire, il l'est. Il n'a pas besoin d'en rajouter. Le problème, c'est qu'il en rajoute. Donc ça, c'est déjà un premier souci que nous avons. La deuxième chose, c'est qu'il y a une très forte théâtralisation du pouvoir qu'il exerce désormais, et cela confine évidemment à la caricature. N'oubliez pas que pendant la campagne, il a dit aux Américains ce qu'ils voulaient entendre. Il s'est adressé à une Amérique profonde, une Amérique qui ne se retrouve pas dans le système qu'ils ont dénoncé ou décrié, une Amérique aigrie, profondément, je dirais, hors course d'une certaine manière, qui n'a peut-être pas pris le train de la modernité, une Amérique complotiste, une Amérique conspirationniste, une Amérique profondément conservatrice, mais dans ses aspects, je dirais, les moins valorisants, et une Amérique revancharde. Et lorsque vous regardez de près le programme qu'il est déjà en train d'appliquer, vous avez le règlement de compte qui est, je dirais, sa principale motivation. Et je pense que c'est quelque chose qui risque de se retourner contre lui, mais il sera trop tard, évidemment, parce que on peut pas contester le choix des électeurs. Mais je pense qu'il y a eu dans le chef de certains d'entre eux un manque de discernement flagrant, puisque aujourd'hui, les États-Unis ont à la tête de leur pays, donc à la Maison-Blanche, un homme qui, au fond, n'a plus rien à perdre. C'est son dernier mandat, il avance en âge, il est imprévisible, il a annoncé des choses qui ont eu peut-être le mérite de faire bouger les lignes ou de placer les uns et les autres face à leurs responsabilités, mais je pense que la brutalité, qu'elle soit verbale ou physique, risque de devenir la norme durant la présidence de Donald Trump. Une norme que nous avons vue avec la hausse à la taxation des produits canadiens, mexicains, et à Davos, nous n'avons pas compris son discours en disant à tout le monde: si vous ne voulez pas, en quelque sorte, je le paraphrase, si vous ne voulez pas avoir de problème avec les États-Unis, venez produire chez nous. Est-ce que ce message est un bon message à passer à des homologues, à des acteurs politiques au niveau international, surtout dans un sommet économique comme Davos? Vous savez, depuis 2022, depuis le 24 février, 2022, qui correspond à la fameuse opération spéciale de la Russie en Ukraine, le monde a basculé dans un tout autre univers, dans une toute autre dimension, où la violence est devenue le principal mode d'expression dans les relations internationales. Et j'évoquais tout à l'heure la brutalité verbale et physique. Vous savez, si vous voulez impressionner quelqu'un, eh bien, vous y allez franco. Vous prenez de court les gens qui prennent généralement l'habitude de réfléchir pour résoudre des problèmes. Et lorsque vous les prenez de court, ils n'ont pas beaucoup d'alternatives. Soit vous êtes avec lui, soit vous êtes contre lui. Et si vous ajoutez à cela une approche profondément mercantile des relations où tout est négociable, eh bien, chacun est réduit à sa portion congrue. Et nous en sommes là. Lorsque je prends l'exemple de la Colombie, par exemple, qui a capitulé lorsque ce pays a fait mine de résister par rapport à la perspective de voir expulser bon nombre de ses compatriotes, ils sont très vite revenus à la raison. Je dis ça parce qu'ils l'ont fait sous la pression. Lorsque vous exercez un chantage pour lequel vous n'êtes pas préparé, vous cédez facilement parce que vous n'avez plus aucune alternative. Et Donald Trump, au-delà de la brutalité qu'il renvoie, c'est quelqu'un qui, au fond, est un fin psychologue parce que il sait. Est-ce que c'est sa méthode pour pouvoir amener les autres à pouvoir négocier? C'est sa méthode parce qu'en fait, lorsqu'il prend une position maximaliste, il sait exactement où est-ce qu'il peut s'arrêter. Et lorsqu'il jauge la détermination des uns et des autres, il sait jusqu'où il peut pousser le curseur. Il peut y aller mollo, il peut aller crescendo, il peut aller à fond. Dans tous les cas de figure, en tout cas pour l'instant, à ce petit jeu-là, il est plutôt gagnant. N'oubliez pas que nous sommes dans un monde plein d'incertitudes. Les États-Unis, c'est la première puissance économique mondiale. Aujourd'hui, ce pays a l'opportunité d'exercer
davantage une influence, même si, on l'a compris, l'objectif de Donald Trump est plutôt de se recentrer sur le plan intérieur, tout en préservant une forme d'influence à l'international, mais cela se fait dans la brutalité. C'est un ton, c'est une manière, c'est une méthode, une approche à laquelle nous n'avons jamais assisté auparavant. Et lorsque vous avez des opinions publiques occidentales qui sont dans le doute, qui sont anxieuses, qui n'ont plus foi en l'avenir, mais non plus en leurs dirigeants, eh bien, ce sont ces mêmes opinions qui, face à des menaces proférées par Donald Trump, paniquent et font pression sur leurs gouvernants pour céder sur des points qui leur paraissent essentiels. Et Donald Trump a bien compris cela, et en cela, il est plutôt dans une psychologie qui permet finalement de faire reculer, ou en tout cas de faire céder les plus résistants, et c'est un jeu auquel il risque de s'adonner durant les prochaines années. Henri Désiré Nzouzi, nous allons suivre une illustration qui paraphrase tous les mots que vous venez de dire sur Donald Trump et sa manière d'agir. Suivons, allons à la régie et revenons après. My administration has also begun the largest deregulation campaign in history, far exceeding even the record-setting efforts of my last term. In total, the Biden administration imposed $50,000 in additional regulatory costs on the average American household over the last 4 years. I have promised to eliminate 10 old regulations for every new regulation, which will soon put many thousands of dollars back in the pockets of American families. To further unleash our economy, our majorities in the House and Senate, which we also took along with the presidency, are going to pass the largest tax cut in American history, including massive tax cuts for workers and family, and big tax cuts for domestic producers and manufacturers. And we're working with the Democrats on getting an extension of the original Trump tax cuts, as you probably know, by just reading any paper. My message to every business in the world is very simple. Come make your product in America, and we will give you among the lowest taxes of any nation on earth. We're bringing them down very substantially, even from the original Trump tax cuts. But if you don't make your product in America, which is your prerogative, then very simply you will have to pay a tariff, differing amounts, but a tariff which will direct hundreds of billions of dollars and even trillions of dollars into our treasury to strengthen our economy and pay down debt. Under the Trump administration, there will be no better place on earth to create jobs, build factories, or grow a company than right here in the good old USA. Already Americans' economic, you can see this, I think, maybe even in your wonderful, wonderful room that you're all gathered together, so many of my friends, but Americans, the economic confidence is soaring like we haven't seen in many, many decades, maybe not at all. Upon my election, it was just announced that small business optimism skyrocketed by 41 points in a single month. That's the highest ever. There's never been anything like that. SoftBank has announced between a $100 and $200 billion investment in the U.S. economy because of the election result. And just 2 days ago, Oracle, SoftBank, and OpenAI announced a $500 billion investment in AI infrastructure. Other companies likewise have announced billions and billions and billions, adding up to trillions of investment in America, in the United States. And it's also reported today in the papers that Saudi Arabia will be investing at least $600 billion in America, but I'll be asking the Crown Prince, who's a fantastic guy, to round it out to around one. De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre l'État du Texas et Washington, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi dans ce nouveau numéro de votre décryptage JT diplomatique.
De retour sur ce plateau numérique, nous recevons pour vous Henri Désiré Zouzi, spécialiste en diplomatie internationale dans ce nouveau numéro. Est-ce que Donald Trump vient pour changer les lois établies, le rapport avec l'OTAN, sans compter les accords de Paris? Est-ce que Donald Trump veut changer la stabilité mondiale sur les questions de la défense avec l'OTAN et sur les rapports sur les questions du climat? Pour ce qui est de l'OTAN, le diagnostic qu'il avait déjà fait en 2016, lorsqu'il est arrivé à la Maison-Blanche, c'était de considérer que depuis 1949, année de création de l'OTAN, les États-Unis avaient fourni le plus grand effort pour assurer la sécurité de l'Europe. Et durant cette même période, les pays européens se sont laissés, j'allais dire, entraînés dans une sorte de rente sécuritaire, dispensant certains d'entre eux d'ailleurs de pouvoir contribuer de manière responsable au maintien de ce parapluie. Le message de Trump est très simple. Il est temps que vous puissiez honorer votre part en augmentant de manière substantielle vos contributions. Cela, évidemment, a eu le mérite de mettre les Européens dans l'embarras, mais il est vrai qu'il y a eu une forme d'insouciance de la part de bon nombre de pays membres qui considéraient pour acquis ce bouclier américain. Vous avez maintenant, à la Maison-Blanche, un homme qui est dans la négociation permanente et qui tient à peu de choses près ce discours. Si vous souhaitez continuer à bénéficier de notre protection, eh bien, je vous demande instamment de pouvoir passer à la caisse. Ceux qui n'en seront pas capables, eh bien, ne pourront plus continuer à bénéficier de cette protection. Et depuis cette époque, les pays européens, à aucun moment, même s'il y a eu des réflexions qui ont été menées dans ce sens, n'ont imaginé de mettre en place une véritable défense commune. Le problème, c'est que vous avez au sein de l'Union européenne et au sein des pays membres de l'OTAN deux tendances qui s'affrontent. Vous avez d'un côté les atlantistes qui, eux, tiennent mordicus à ce bouclier américain, et puis vous avez ceux qui, comme la France par exemple, prônent plutôt une forme d'autonomie, même s'il faut bien le rappeler, au niveau des pays membres de l'OTAN, lorsque vous faites abstraction des États-Unis, vous n'avez que deux puissances nucléaires, en l'occurrence la France et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni ayant décidé en 2016 de quitter l'Union européenne, aujourd'hui, la France joue seule ce rôle en étant, d'une certaine manière, le centre de gravité de ce qui pourrait être à terme l'embryon d'une défense européenne. Donald Trump a compris que les Européens n'auront pas un discours, j'allais dire, concerté sur cette question, et il tire profit des divisions apparentes entre les pays membres de l'OTAN, notamment pour précisément essayer de les faire douter. Et ça, c'est une méthode éprouvée, c'est comme ça qu'il fonctionne, et les Européens ont plutôt tendance aujourd'hui à se diviser sur cela, puisque ce que vise Donald Trump, eh bien, c'est une négociation au cas par cas, et tant pis pour ceux qui ne seront pas capables d'honorer leur part du contrat. À quel jeu joue Donald Trump parce qu'il n'a que 4 ans de mandat, c'est son dernier mandat, et pourquoi il vient maintenant défaire tout ce qui a été construit autour de l'OTAN, sachant que l'OTAN est une force contre, par exemple, la Chine, contre la Russie, par exemple. Non, il faut qu'on s'entende sur les termes. Hein. Donald Trump n'est pas venu pour défaire l'OTAN. Il est venu rappeler aux Européens et aux membres de l'Alliance que désormais, il va falloir mériter sa place dans l'Alliance. En d'autres termes, honorez votre part d'engagement et tout se passera bien. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Il y a eu énormément de laisser-aller dans le chef de certains pays qui considéraient comme acquis cette situation. Trump, avec cet électrochoc, vient rappeler aux Européens et aux autres pays membres de l'Alliance qu'il est temps de pouvoir fournir des efforts et d'être digne
d'appartenir à l'Alliance. Maintenant, nous allons parler de l'accord de Paris. Tout le monde se souvient de la COP 21. Oui, oui, l'accord de Paris qui est très important parce que là aussi, on ne comprend pas à quoi joue qui avait abouti à l'accord sur le climat. Le postulat de Donald Trump est simplissime. En fait, comme il a coutume d'emprunter des raccourcis pour expliquer ce qui ne va pas, il nous explique simplement que, de toute manière, la température augmente. Donc, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, ça augmentera, mais il ne voit pas au nom de quoi on devrait consacrer des milliards de dollars pour éviter que cette température puisse augmenter. C'est un raisonnement ultra simpliste, mais il fait fi, malheureusement, des conséquences du réchauffement climatique qui se font sentir, notamment dans les pays africains et dans d'autres qui sont malheureusement sujets à des catastrophes et à des calamités naturelles. Il y a depuis un certain nombre d'années, on pense notamment à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, des études qui ont été faites, notamment à travers le GIEC, qui montrent effectivement que si on ne prend pas les mesures qui s'imposent, nous serons confrontés à des difficultés majeures. On le voit d'ailleurs, il y a des pays d'Europe où en hiver il ne neige plus, il y a des pays africains où la sécheresse dure anormalement longtemps, vous avez des catastrophes naturelles qui surviennent dans des zones qui sont généralement épargnées par ce type de phénomène. Cela donc nécessite des moyens pour prévenir tout ce type de risque. Mais cela n'est pas suffisant pour Donald Trump parce que lui, il ne voit que l'argent et les économies qu'il pourrait faire en réaffectant les efforts que fournissent les États-Unis notamment dans d'autres secteurs. Vous savez, c'est sous son mandat, par exemple, que les États-Unis avaient notamment décidé de quitter l'UNESCO. On a vu effectivement que sur des matières qui sont de nature à fédérer les énergies, à réunir les bonnes volontés, eh bien, il est toujours à contre-courant. Et c'est la méthode qu'il utilise. Et c'est la raison pour laquelle il a décidé de créer ce fameux département sur l'efficacité de la gouvernance en plaçant à sa tête un homme qui a l'obsession de la réduction des dépenses, au risque même de détricoter le contrat social, ce qui constitue le socle, pour ne pas dire le ciment de l'unité du peuple américain, en dressant précisément les Américains les uns contre les autres, alors qu'il existe des mécanismes de redistribution et de solidarité qui garantissent précisément cette cohésion nationale. Je pourrais prendre d'autres exemples, avec notamment la décision de suspendre pendant 6 mois et peut-être même au-delà l'aide accordée aux pays africains, en mettant en péril l'existence même de l'USAID, puisqu'aux dernières nouvelles, le secrétaire d'État Marc Rubio a décidé de diriger lui-même cette vénérable institution. Vous le voyez, il y a à la fois un mélange des genres dans l'approche, une méconnaissance des missions qui sont dévouées ou dévolues à ces différentes structures et une ignorance flagrante, j'allais dire, des équilibres qui sont nécessaires pour la marche du monde. Dans la recherche des équilibres, nous avons par exemple le conflit israélo-palestinien, s'il faut le dire, le conflit entre l'armée israélienne et le Hamas, où Donald Trump prend des solutions radicales, par exemple, déporter le peuple palestinien pour les amener en Égypte ou ailleurs. Alors, la trêve est une bonne chose parce qu'elle permet d'une part de faire taire les armes, de pouvoir créer les conditions d'acheminer une aide aux populations qui en ont le plus besoin, et puis surtout de procéder à la libération des otages, ceux qui avaient été enlevés depuis le 7 octobre 2023, et de libérer bien évidemment des prisonniers palestiniens. Maintenant, pour revenir à la question que vous venez d'évoquer avec la déportation de ces populations, c'est encore une fois une méconnaissance flagrante de l'histoire, mais surtout de la complexité de la situation. Je rappelle que la Jordanie, le Liban, ont déjà fait les frais de ce type de situation, dans la mesure où, lorsque les populations palestiniennes se sont retrouvées dans ces deux pays,
noyauté notamment par des groupes extrémistes d'inspiration salafiste et frères musulmans, cela a déstabilisé ces deux pays. On a vu par exemple que le Hezbollah est né précisément de cette migration et que le Hezbollah a fini par contrôler la vie politique au Liban. En Jordanie, le pays a été également déstabilisé par vagues migratoires successives parce que il y avait toujours cette profonde aspiration, qui est à la fois légitime et respectable, du peuple palestinien à l'autodétermination, et cela malheureusement s'est traduit par une déstabilisation du pays d'accueil. L'Égypte, évidemment, qui est en première ligne, pour ne pas dire principalement impliquée dans ce qui pourrait comment dirais-je, devenir une situation complexe, a déjà fait les frais de l'activisme, notamment des frères musulmans pendant de nombreuses années. Ça lui a coûté énormément d'efforts en vie, mais également en politique, pour essayer de stabiliser la situation. Il est évidemment exclu que l'Égypte puisse accepter une situation aussi simpliste, parce que l'Égypte sait qu'en accueillant bon nombre de Palestiniens, eh bien, ce sera une manière de transférer le problème du Hamas sur un autre territoire, avec évidemment des conséquences incalculables pour l'avenir et une déstabilisation à la clé de l'Égypte. Donc c'est quelque chose à laquelle, je pense, Donald Trump n'a consacré que très peu de temps pour réfléchir. Et si vous connaissez un peu le personnage, vous saurez qu'il intervient sur beaucoup de sujets dont, en général, il n'est pas coutumier. Et cela se traduit évidemment par des solutions qui n'ont ni queue ni tête et qui, en réalité, confinent à la caricature. Nous allons à la régie suivre un élément sur la politique internationale des États-Unis sous l'ère Trump. Development transaction. It really is a big economic development transaction. I think we're going to have a lot of people signing up very quickly. Unfortunately, for 4 years, nobody signed up. Nobody did anything for 4 years except in the negative. Unfortunately, the weakness and incompetence of those years, those past 4 years, the grave damage around the globe that was done, including in the Middle East, grave damage all over the globe. The horrors of October 7th would never have happened if I were president. The Ukraine and Russia disaster would never have happened if I were president. Over the past 16 months, Israel has endured a sustained, aggressive, and murderous assault on every front, but they fought back bravely. You see that and you know that. What we have witnessed is an all-out attack on the very existence of a Jewish state in the Jewish homeland. The Israelis have stood strong and united in the face of an enemy that has kidnapped, tortured, raped, and slaughtered innocent men, women, children, and even little babies. I want to salute the Israeli people for meeting this trial with courage and determination and unflinching resolve. They have been strong. In our meetings today, the Prime Minister and I focused on the future, discussing how we can work together to ensure Hamas is eliminated and ultimately restore peace to a very troubled region. It's been troubled, but what's happened in the last 4 years has not been good. I want to thank Prime Minister Netanyahu for working closely with my transition team, the Special Envoy Steve Witkoff, who's here somewhere. Steve? Stand up, Steve, please. What a job you've done. What a good job you've done. Proud of you. Done a fantastic job. National Security Advisor Mike Waltz. Thank you, Mike, for working so well with us. Thank you. We have, in addition, Marco Rubio, who is on the phone right now, listening to every single word that we say, and he's going to be great. And Pete, congratulations. And Scott, congratulations. I see you're here. And Caroline's been doing a great job. She's really probably talked about more than anybody here. She's done a fantastic job, and thank you very much, Caroline. We're proud of you. But we'll only be satisfied when all of these problems are solved, and we have the team to solve them, and that's going to happen. And it's going to happen, I think, very quickly.
I also strongly believe that the Gaza Strip would... De partout où vous nous suivez, nous sommes en connexion entre Washington DC et Texas aux États-Unis d'Amérique, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi, expert en diplomatie internationale. De retour sur ce plateau numérique, que nous sommes en train de développer nos questions par rapport au JT diplomatique en recevant Henri Désiré Nzouzi, spécialiste en diplomatie internationale. Est-ce que l'Union européenne aujourd'hui se sent isolée et à cause de Trump, l'Union européenne pourrait trouver des concessions avec la Chine, l'Inde ou la Russie pour pouvoir remplacer le rôle que jouaient les États-Unis d'Amérique? Alors d'abord, l'Europe n'a pas attendu l'arrivée de Donald Trump pour être divisée. On a vu que dès l'entame du conflit en Ukraine, l'Europe n'était plus capable de parler d'une seule voix. Vous avez des pays comme la Hongrie, comme la Tchéquie et certains pays de l'Est, ceux que l'on appelait avant de l'ex-bloc soviétique, qui ont ostensiblement continué d'afficher un soutien à la politique de Vladimir Poutine, rompant ainsi la nécessaire solidarité européenne. Je rappelle que la règle au niveau de l'Union européenne pour la prise de décision, c'est l'unanimité. Il suffit d'une voix discordante pour mettre à mal la cohésion européenne. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que la Russie, via l'Ukraine, fournissait le gaz, notamment, qui permettait notamment de pouvoir alimenter les pays européens, notamment en période hivernale. Je ne vous parle même pas du pétrole, dont la Russie est un des plus grands producteurs mondiaux, et la perspective de voir les chaînes d'approvisionnement être rompues, eh bien, ont plongé en fait les opinions publiques européennes à la fois dans une forme d'angoisse et de doute qui a fini par faire pression sur les différents gouvernements. Et d'ailleurs, vous aurez noté que bien avant le début du conflit ukrainien, on a vu le paysage politique européen changer radicalement de couleur. On est passé d'une Europe social-démocrate, tendance socialiste, à une Europe de plus en plus réactionnaire, avec notamment l'arrivée de l'extrême droite dans certains pays. Et ce sont précisément ces pays-là qui semblent vouer une sorte d'admiration à la politique que mène Vladimir Poutine en Ukraine. Vous l'aurez compris, dans ces conditions, il est très compliqué et très difficile de pouvoir compter sur une Europe unis qui ne parlent que d'une seule voix, et vous avez donc des électrons libres qui, en fonction du statut qui est le leur, prennent des initiatives. Vous avez, par exemple, la Pologne, qui est l'un des pays qui bénéficie de la démographie la plus importante sur le continent, qui est en première ligne, notamment dans, j'allais dire, le souhait, le projet de voir l'Europe se doter d'une défense autonome. Vous avez une Allemagne qui a une tradition diplomatique qui prône, en règle générale, le consensus, mais tout en défendant des principes.
Et vous avez une France, seule puissance nucléaire de l'Union européenne, qui entend tenir son rang et qui joue pleinement son rôle en essayant d'avancer sur un certain nombre de sujets, sauf que les deux derniers pays que je viens de citer, l'Allemagne et la France, ont des problèmes de politique intérieure importants. Vous avez d'un côté la France qui a usé 5 gouvernements en l'espace de 2 ans, et vous avez une Allemagne où le chancelier est très affaibli, avec notamment la perspective, pour ne pas dire le risque, de voir arriver aux affaires une extrême droite qui est désormais requinquée et qui n'a jamais fait mystère de son souhait de ne plus accorder d'aide à l'Ukraine. Dans ces conditions, lorsque vous avez la première et la deuxième économie de l'Union qui sont dans ce type de situation, eh bien, vous avez maintenant d'autres pays comme l'Italie avec Giorgia Meloni qui essaye de jouer sa propre partition au risque d'affaiblir davantage la position de l'Europe sur la scène internationale. Henri, est-ce que l'entourage de Donald Trump n'est pas pour quelque chose, notamment avec Elon Musk, qui est partout en Europe en influençant certains partis d'extrême droite? Est-ce que quelque part, ce n'est pas aussi le jeu de Donald Trump en passant par Elon Musk, par exemple? Non, mais Donald Trump, de toute façon, dès le départ, a joué la carte de la division européenne, parce qu'il sait que une Europe affaiblie contraindra certains de ses membres à vouloir négocier en bilatéral avec les États-Unis pour ne pas perdre le bénéfice d'une aide, ou d'un soutien. Et Donald Trump le sait pertinemment bien. Maintenant, vous parlez d'Elon Musk. Vous savez, moi, quand j'ai vu qu'Elon Musk était destiné à diriger ce fameux département de l'efficacité gouvernementale, j'ai pensé au film James Bond. Vous savez, dans les James Bond, vous avez toujours un méchant qui est toujours super riche, qui a des moyens considérables, un pouvoir au-delà même du raisonnable, et qui est capable de financer des catastrophes qui affecteront la marche du monde. Eh bien, on est un peu dans ce cas de figure-là. Elon Musk envoie des fusées dans l'espace, il intervient dans des débats internes dans des pays qui ne le concernent pas, il a les moyens de faire bouger les lignes, et il en joue. Et ce qui me fait dire d'ailleurs que Elon Musk et Donald Trump, par moment, c'est l'impression qu'ils me donnent évidemment tous les deux, c'est de se croire dans un jeu vidéo où il y a des bons et des méchants. On va traquer les méchants, on va marquer des points, on va attraper des bonus, on va passer à l'étape supérieure. C'est un jeu en fait, mais un jeu qui met en péril à la fois la cohésion du peuple américain, qui met en péril des équilibres mondiaux qui ont souvent été chèrement acquis et qui ont pris du temps à se mettre en place, et ça met aussi en difficulté des alliances qui ont été nouées dans l'histoire, en fait. Et ça, c'est quelque chose à laquelle nous devons... sont en train de sublimer et obnubiler l'Europe, parce que vous voyez même Giorgia Meloni être fascinée par Trump et surtout Elon Musk. Giorgia Meloni a signé un contrat dans le domaine de l'intelligence artificielle de plusieurs milliards de dollars. Est-ce que quelque part, c'est l'Europe qui n'est pas sublimée par la personne de Elon Musk et Donald Trump? Aujourd'hui, vous avez deux Europes. Vous avez une Europe qui s'auto-suffit à elle-même, mais qui a besoin du parapluie américain. Et puis vous avez une Europe beaucoup plus vulnérable qui n'a pas les moyens de se passer de ce parapluie américain. Et c'est cette Europe-là qui est vulnérable. Et c'est sur cette Europe-là, justement, que compte Donald Trump pour accélérer le processus de déliquescence. Trump n'a pas besoin d'une Europe forte. Quand il menace en disant « si vous ne venez pas vous installer chez moi, je vais vous taxer », il sait exactement ce qu'il fait. Et il sait pertinemment bien que, en mettant le curseur le plus haut possible, il va contraindre ses interlocuteurs à la négociation. Il en est conscient, mais n'oubliez pas le facteur le plus important en Europe, ce sont les opinions publiques, parce que ce sont elles qui font et défont les politiques. C'est elles qui décident du résultat des élections, et c'est elles qui peuvent décider l'orientation politique que pourront prendre en fait les différents pays. Ce n'est pas un hasard si maintenant, depuis une dizaine d'années, des pays comme l'Italie, bientôt l'Allemagne peut-être, les Pays-Bas, l'Autriche, la Hongrie, la Tchéquie,
flirtent ostensiblement avec l'extrême droite ou deviennent profondément réactionnaires, parce que c'est dans l'air du temps. Et je répète ce que j'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, le mode d'expression dans les relations internationales, c'est la violence. Elle est verbale, elle est physique, elle est conjoncturelle, mais dans tous les cas de figure, elle permet de transgresser, de faire bouger les lignes et de placer chacun devant ses responsabilités. Lors d'un point de presse, un journaliste a posé la question à Donald Trump sur le problème sécuritaire en République démocratique du Congo. Donald Trump a répondu que c'est une question importante, mais ce n'était pas le lieu. Est-ce que c'est l'image de la personne sur les différentes crises sécuritaires en Afrique, Henri Désiré Nzouzi? Donald Trump a une profonde méconnaissance des problèmes africains. Je pense qu'il ne s'attendait pas à cette question et qu'il a utilisé cette réponse pour couper court. Nous verrons comment est-ce que l'administration Trump traitera les conflits sur le continent au cas par cas, mais je n'ai pas le souvenir que durant son premier mandat, il ait accordé le moindre intérêt. Ce qui intéressait Donald Trump déjà entre 2016 et 2020, c'était la question des territoires occupés, l'avenir du peuple palestinien et le droit d'Israël à se défendre. Et cette diplomatie qu'il avait mise en œuvre à l'époque avait abouti en 2020 notamment aux fameux accords d'Abraham qui ont permis à certains pays arabes de normaliser leurs relations avec l'État hébreu. Il y a parmi ces pays le Qatar, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, le Maroc, qui sont venus bien après l'Égypte, qui, je le rappelle, avait déjà normalisé ses relations en 1979 à la faveur des accords de Camp David, mais cela lui avait coûté notamment 10 ans d'exclusion de la Ligue arabe. Entre 1979 et 1989, l'Égypte était la brebis galeuse du monde arabe, parce qu'elle avait décidé de normaliser ses relations avec Israël. Cette fois-ci, le contexte est un peu différent. La normalisation est un peu dans l'ordre des choses, mais encore une fois, en choisissant ostensiblement de soutenir Israël au-delà du raisonnable, eh bien, Donald Trump prend le risque de mettre le feu aux poudres, notamment au Proche et au Moyen-Orient, parce qu'il a une profonde méconnaissance des enjeux. Et surtout, il offre des gages à Israël au-delà du raisonnable et sans tenir compte des aspirations profondes du peuple palestinien à ce qu'il y ait notamment, et c'est un schéma qui, de la vie générale, semble être le plus adapté pour sortir de cette crise, c'est de la coexistence de deux États. Et la question, par exemple, est-ce que l'existence d'un accord sur le corridor de Lobito peut exister sous son mandat? Écoutez, c'est difficile à dire. En fait, Donald Trump a innové dès 2016 en venant détricoter, pour ne pas dire détruire, ce que certains de ses prédécesseurs avaient fait. Par exemple, l'Obamacare, il s'est attaqué à l'Obamacare dès qu'il est arrivé en 2016 parce qu'il considérait que la mise en place d'un système de santé, avec évidemment des garanties et de protection pour les personnes, était beaucoup trop coûteux pour les finances publiques. Et donc, il s'est attaqué à cela. Il y a eu des résistances, mais vous pouvez être sûr et certain qu'il ne va pas hésiter à démanteler ce dispositif. Tout ce qui ressemble de près ou de loin à des mécanismes de solidarité, d'aide, d'accompagnement, eh bien, de son point de vue, ce sont des choses qui n'ont pas lieu d'être parce que cela grève les finances publiques. Et donc, l'idée même de pouvoir garantir un équilibre entre la nécessité de redistribuer les richesses ou en tout cas de garantir un minimum de protection sociale à ceux qui en ont le plus besoin, eh bien, ça ne fait pas partie de son vocabulaire ni de sa vision. C'est un homme qui vient du monde des affaires, du monde de l'entreprise. C'est un monde où vous regardez les choses de manière froide, soit c'est noir, soit c'est blanc. Il n'y a pas de compromis possible et vous avez potentiellement des chantiers qui vont être mis en place et qui vont rompre le contrat social des États-Unis, mais pas que, puisque on le voit dans son attitude agressive vis-à-vis des autres pays, que ce soit des pays d'Amérique latine, du Sud ou d'ailleurs, il y a la même rhétorique guerrière qui consiste à intimider, à menacer et à préserver d'une certaine manière le rôle et le statut
qu'il entend préserver pour les États-Unis d'Amérique. Nous allons à la régie suivre un élément et revenir après. Now, one of the things that's happened, which always happens with an extended period of peacetime, is that you have a steady increase in the amount of bureaucracy. The size of the government grows, the laws and regulations that are put in place get larger every year. So it stands to reason that, you know, if you have regulators are going to add more regulations every year. Lawmakers will add more laws every year. The cleansing process normally for getting rid of nonsensical laws and regulations is war. Now, obviously, we'd prefer to not have war drive the reformation of government. So, in the absence of war, you have to have something like what we have formed here in the U.S., a Department of Government Efficiency, in order to get rid of laws and regulations. Well, with laws, we have to require, obviously, the consent of Congress. But for regulations, this can be done at the executive branch level, is to re-examine the vast body of regulations and get rid of those where there's more harm than good, of which there are many. And then reducing the size of the government, and then also balancing the budget so that we are not driving the country into bankruptcy. These things are all very hard, and I want to be clear, like, we may indeed fail in this objective. That's why I described it as an extremely difficult battle. This has never succeeded before. So prior attempts to reduce the size of bureaucracy, to make government more efficient, have generally failed. Even when parties are elected for that. De partout où nous suivez, nous sommes en connexion entre Dallas, au Texas, et Washington, D.C., où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi. De retour sur ce plateau numérique, nous sommes en connexion entre Washington DC et Dallas au Texas, où nous recevons pour vous Henri Désiré Nzouzi pour un décryptage du DJT diplomatique. Henri Désiré Nzouzi, nous prenons la dernière ligne droite de nos échanges, les 80 ans des Nations Unies qui pointent à l'horizon. Est-ce que cette grande institution doit être revue par rapport à sa manière d'exister, parce que beaucoup pensent qu'elle n'a pas rempli ses missions pendant toutes ces années d'existence? Incontestablement. Depuis 1945, le monde a beaucoup changé. Et d'ailleurs, en 80 ans, les Nations Unies ont eu plus d'une fois l'opportunité de se réformer en profondeur et de l'intérieur. Mais si cela n'a pas été fait, c'est parce que certains acteurs majeurs avaient intérêt à ce qu'il y ait une forme de statu quo. Je rappelle quand même que le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est 5 pays membres permanents qui sont également des puissances nucléaires, et c'est 10 pays membres non permanents qui se relaient tous les 2 ans en moyenne, avec notamment un quota par continent. Les Africains, par exemple, sont assurés de siéger à 3, et c'est une des raisons
pour lesquels aujourd'hui des voix se sont élevées pour essayer de pouvoir élargir le nombre de pays membres permanents pour pouvoir disposer notamment d'un droit de veto. Ce qui avait été proposé l'an dernier, je m'en souviens très bien puisque j'étais à New York durant les travaux de l'Assemblée générale, de la 79e Assemblée générale, c'était le fait que les États-Unis proposaient justement de pouvoir faire entrer au sein du Conseil de sécurité 2 pays africains en tant que membres permanents. Mais cette perspective se heurte à 2 difficultés. La première, vous l'aurez compris, c'est que vous allez susciter d'autres appétits. Vous avez notamment des pays comme l'Arabie Saoudite, la Turquie, le Brésil, qui sont quand même des pays importants. L'Inde, qui pourrait revendiquer un même statut, mais si vous accordez à 2 pays africains l'opportunité de siéger comme membres permanents sans droit de veto, vous videz de sa substance le statut de ces 2 pays. Et on voit très bien que c'est toujours la même méthode qui est utilisée lorsqu'il s'agit de l'Afrique ou du Sud global, c'est de traiter avec mépris et condescendance ces pays en leur faisant croire que c'est une faveur que vous leur accordez que de venir siéger au Conseil de sécurité. À ce petit jeu-là, je vous le dis très franchement, je préfère encore que les pays africains continuent de siéger comme ils le font tous les 2 ans, par groupe de 3, avec évidemment la possibilité de pouvoir se déterminer de manière tout à fait indépendante sur les problèmes les plus importants. La deuxième chose que nous pourrions également ajouter, c'est au fond le mode de fonctionnement au niveau des Nations Unies avec les rapports entre, d'une part, l'Assemblée générale, le Conseil de sécurité, mais également les différentes agences du système des Nations Unies. Aujourd'hui, ce qui paralyse l'action, notamment des Nations Unies, dans la résolution des conflits, c'est le poids prépondérant d'acteurs, notamment qui siègent au Conseil de sécurité en tant que membres permanents et qui peuvent, en fonction de leurs intérêts du moment ou de leurs intérêts conjoncturels, eh bien, opposer un veto. On le voit notamment avec les États-Unis sur la question palestinienne. Il y a eu systématiquement, de la part des États-Unis, un blocage par rapport à des résolutions qui condamnaient notamment Israël, même s'il y a eu quelques exceptions dans l'histoire des Nations Unies. Vous avez des pays comme la Russie qui sont à la fois jugés partis, ils siègent comme membres permanents du Conseil de sécurité, mais ils envahissent un pays souverain, en l'occurrence l'Ukraine, et vous avez au Conseil de sécurité, aucun pays n'ose hausser le ton, on condamne, c'est vrai. On voit comme ça, effectivement, des pays qui font pression sur les autres en échange de bons procédés pour justement éviter les condamnations. Et tout le monde sait en réalité que tant que les condamnations n'aboutissent pas à des sanctions, eh bien, globalement, cela ne change pas grand-chose. Et même lorsque, au niveau européen, vous avez des sanctions qui sont adoptées contre la Russie sait exactement où se situe le talon d'Achille européen. Mais pour revenir aux Nations Unies, encore une fois, je pense que il est temps de pouvoir pousser la réflexion sur notamment son mode de fonctionnement, sur le rôle de chacun et surtout sur finalement le risque que continuent à faire peser certains acteurs dans le bon fonctionnement de ces institutions, parce qu'il n'est pas normal que la lettre et l'esprit de la charte soient systématiquement violés par ceux-là même qui ont défini les règles de fonctionnement. Et je crois que c'est un problème auquel il faudra s'attaquer le plus rapidement. La difficulté pour les Nations Unies, à travers notamment le Conseil de sécurité, de sanctionner un pays comme le Rwanda, ça pose problème, ça pose question, lorsque dans le même temps, eh bien, vous avez d'autres instances qui n'hésitent pas à sanctionner la Russie pour son aventurisme. Parce qu'on n'arrive pas à comprendre, parce qu'il y a la charte, il y a tout, on peut respecter, et c'est la plus grande institution qui existe dans le monde, mais à quoi est dû ce manque de respect des textes? L'ONU est en difficulté financière depuis de très longues années. Aujourd'hui, les États-Unis restent de très loin le premier contributeur.
Les États-Unis s'acquittent d'environ un quart, je dirais, des obligations financières à l'égard des Nations Unies. Là encore, c'est quelque chose sur laquelle Donald Trump va prochainement revenir. Parce qu'en réalité, comme il a une vision plutôt mercantile de tous les problèmes, il va évaluer au fond ce que cette contribution rapporte aux États-Unis. Et je peux vous dire que cela ne pèsera pas grand-chose dans la balance. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, évidemment, c'est que comme l'ONU est en difficulté, même dans la mise en place et l'organisation des opérations de maintien de la paix, vous avez de moins en moins de pays qui acceptent de participer à ces opérations. De la même manière, vous m'avez posé la question, je n'avais pas répondu directement, le corridor de Lobito, Donald Trump qui a réussi à faire plier Panama parce que les Chinois avaient déjà conclu un deal avec ces gens-là, ils sont tout à fait capables de dire, bon, moi, votre corridor, il m'intéresse pas parce que d'abord, il est trop coûteux, etc. Sauf que on parle quand même de cobalt, on parle de lithium, on parle de coltan, on parle de minerais qui sont à la fois critiques et stratégiques, qui vont jouer un rôle déterminant dans les 30 prochaines années. Et je ne suis pas sûr et certain que Donald Trump soit motivé à l'idée de ne pas prendre sa part dans cet enjeu-là important qui peut, d'une certaine manière, affecter, j'allais dire, l'approvisionnement des États-Unis dans ces différentes matières. Donc, tout cela va devoir être sous-pesé, évalué, estimé, pour que les États-Unis puissent avoir une vision, une position qui soit suffisamment claire, sans pour autant faire l'économie des menaces dont Donald Trump est malheureusement coutumier. Nous allons à la régie suivre un élément sur le sujet. Excellences, Mesdames et Messieurs les délégués, je déclare ouverte la 8e séance du Conseil économique et social. Cet après-midi, le Conseil va poursuivre l'examen du point 8 de son ordre du jour, intitulé « Série de réunions consacrées aux questions de coordination ». Nous allons organiser 2 discussions, à la suite de quoi nous allons clôturer les réunions consacrées aux questions de coordination pour 2025. J'invite à présent l'ECOSOC à entamer sa 6e table ronde, uniformiser les règles du jeu multilatéral grâce à des solutions de financement et d'investissement propres à assurer un développement durable dans les pays en situation particulière. Lors de cette discussion, nous allons examiner les défis spécifiques auxquels se heurtent les pays à l'heure de financer les objectifs de développement durable qui seront examinés en 2025 en se penchant tout particulièrement sur les pays en situation particulière. Je suis ravie de souhaiter la bienvenue aux différents intervenants de ce débat. Je souhaite également la bienvenue à Son Excellence Lok Bahadur Tapa, vice-président de l'ECOSOC, représentant permanent du Népal et co-facilitateur des consultations sur les résultats de la 4e conférence internationale pour le financement du développement qui va animer notre table ronde. Je suis certain que nous aurons un débat ouvert, constructif et fructueux. Excellence, merci de votre participation. Vous avez la parole, Monsieur Tapa. Merci, Monsieur le vice-président de l'ECOSOC. Merci Anatolio de présider ce débat important de l'ECOSOC. Excellences, Mesdames et Messieurs, je suis ravie de pouvoir animer cette discussion sur une question aussi importante, uniformiser les règles du jeu multilatéral
grâce à des solutions de financement et d'investissement, ce qui est la clé du développement durable dans les pays en situation particulière. Avant d'inviter les intervenants à planter le décor de nos débats, je voudrais dire quelques mots en tant que co-facilitateur des négociations sur le document final de la 4e conférence sur le financement du développement. Alors que le monde fait face à de multiples crises, les pays en situation particulière accusent un net retard dans la réalisation des EDD. Alors que les perspectives économiques sont complexes et que le service de la dette est de plus en plus lourd. Ces pays ont besoin de temps, du soutien de la communauté internationale pour satisfaire leurs besoins spécifiques en matière de développement. La 4e conférence sur le financement du développement est une occasion cruciale d'investir à grande échelle dans le développement durable et de réformer le dispositif actuel pour relever les défis. L'avant-projet permettra d'atteindre les objectifs et de faire les investissements nécessaires en utilisant l'innovation pour l'accélération des ODD et les investissements privés. Nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges avec Henri Désiré Nzouzi dans ce JT diplomatique. Nous prenons déjà la dernière ligne droite dans nos échanges concernant ces JT diplomatiques avec Henri Désiré Nzouzi avec cette question. La participation au CISA, le premier sommet sur les investissements dans le système de santé en Afrique qui se tiendra à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Henri Désiré Nzouzi, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Les investissements dans les systèmes de santé en Afrique sont extrêmement importants dès lors que l'on fait, et c'est le cas d'ailleurs de ce forum qui va se dérouler du 11 au 12 février à Abidjan, auquel je prendrai part puisque je vais assurer la modération des débats et c'est moi qui vais, en qualité de maître de cérémonie, ouvrir officiellement cet événement. Le sport, notamment en Afrique, est devenu un enjeu important, crucial, un enjeu à la fois sociétal, mais aussi pour, j'allais dire, la mise en place d'une vraie politique africaine qui permet de promouvoir les talents, de diversifier les investissements en la matière et de pouvoir garantir à l'Afrique une place de choix dans le peloton des nations émergentes en la matière. Il s'agit de réfléchir à la fois sur la manière la plus efficace de financer des pans entiers de cette activité, à l'aune évidemment des différents enjeux, notamment sanitaires, et c'est de pouvoir réfléchir sur la meilleure manière de renforcer les capacités des pays qui sont le plus en pointe dans ce domaine. Il s'agira de confronter à la fois les points de vue des professionnels, des sportifs, des pouvoirs publics et de toutes les structures d'accompagnement qui
permettent de garantir cela. La Côte d'Ivoire a été choisie parce que c'est un pays qui a récemment organisé la CAN, tout le monde s'en souvient, c'était en 2023, et il s'agit aussi et surtout, et c'est le plus important, de pouvoir au fond faire interagir au fond des pays qui ont précisément l'ambition de pouvoir faire du sport un véritable tremplin et une source non négligeable de croissance. Et ces questions feront l'objet de débats entre spécialistes et devraient déboucher sur un certain nombre de résolutions. C'est le tout premier sommet du genre sur le continent africain. Henri-Désiré Nzouzi, c'est déjà la fin de notre programme. Un grand merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous savons que vous courez derrière le temps. Votre temps est vraiment chargé. Un grand merci de nous avoir honorés par votre participation. Merci infiniment, c'était un plaisir. De partout où vous nous avez suivis, nous avons reçu pour vous Henri-Désiré Nzouzi depuis Washington DC. Merci de rester connecté à nos programmes. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Ciao.